Thank you. Hi everyone, chers collègues, bonjour depuis la France. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de l'événement actuel, Globe Législateur, dans le cadre de cette COP26 et de m'avoir sollicité pour intervenir devant vous. C'est un véritable honneur de partager l'expérience parlementaire française sur les enjeux climat. J'ai répondu positivement sans hésitation à cette invitation parce que je crois et je suis convaincue que la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la planète ne se fera pas sans une coopération internationale efficace et compréhensive des contraintes de chacun des pays du monde. Pour réussir, nous devons agir ensemble dans la même direction. Nos parlements, qui sont la voix des peuples, doivent être des forces de proposition, mais aussi de pression. Et c'est ce que je m'évertue de faire ici en France pour que nos gouvernements agissent en responsabilité pour le long terme et pas seulement dans un court terme qui est bien souvent d'opportunisme électoral. Comme vous le rappeliez, j'ai été élue en 2017, j'ai été élue à 26 ans au sein de la majorité d'Emmanuel Macron. Je n'avais jamais fait de politique avant, mon engagement était essentiellement associatif. Je travaillais dans le secteur de l'économie circulaire et en particulier dans celui du recyclage des déchets, dont j'étais un petit peu mobilisée à la cause environnementale, mais c'est vraiment dans le cadre de mon mandat parlementaire que je me suis fortement engagée sur cette problématique-là, et en particulier au sein de la Commission des finances, et en particulier sur le sujet de la fiscalité environnementale, et j'y reviendrai plus tard. Tout d'abord, je souhaiterais partager un constat avec vous. Depuis 4 ans, j'ai observé dans ma circonscription et au niveau national une vraie évolution dans la prise de conscience de nos concitoyens, mais aussi des politiques de manière générale, de la nécessité de prendre l'enjeu du climat et les enjeux environnementaux à bras-le-corps. Je pense que les catastrophes naturelles qui se sont démultipliées partout dans le monde, plus ou moins proches d'ailleurs, que ce soit les coulées de boue au Japon, que ce soit les inondations récentes en Allemagne, juste à côté de chez nous, que ce soit les incendies en Amazonie, je crois qu'on se rend bien compte que le dérèglement climatique est là, que ce n'est plus une théorie, que c'est une réalité dans nos vies. Dans ma circonscription, les sécheresses à répétition touchent les agriculteurs et il y a 4 ans de ça, j'avais certains agriculteurs qui me disaient de ne pas croire au dérèglement climatique et 4 ans plus tard, ils viennent me voir dans ma permanence ici et ils me disent « Mais Madame la députée, que pouvons-nous faire ensemble pour faire en sorte que nous allions vers cette transition écologique ?» La mobilisation des jeunes aussi, tout à l'heure, des jeunes du pays d'accueil de cette COP26 et de cet événement témoigner de leur engagement. Et je crois que ça pousse également les gouvernements et les parlements à agir. Mais, et notre collègue du Nigeria en témoignait, l'action en matière environnementale n'est pas simple, elle est complexe. De toute manière, la planète et l'humanité seront gagnantes, mais entre la période de transition, il y aura des perdants. Et toute la difficulté et tout l'enjeu pour nous, parlementaires, gouvernements, c'est d'assurer une transition écologique qui soit juste, et je reprendrai le mot du collègue précédent, une transition qui soit inclusive. Alors, qu'avons-nous fait en France et au niveau européen? Uniquement du blablabla, comme dirait Greta Thunberg, ou est-ce qu'on a commencé à sortir du blablabla pour véritablement agir? En France, depuis 2017, nous avons voté plusieurs lois importantes et j'aimerais en citer quelques-unes et ce sera bien évidemment non exhaustif. Alors, on a voté une augmentation de la trajectoire de la taxe carbone dans une loi de finances en 2017. Cette trajectoire, elle était très ambitieuse parce qu'elle visait à passer à atteindre un prix de la tonne de CO2 à hauteur de 86,20 € en 2022. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir suivi les lendemains malheureux de cette trajectoire que nous avions fixée, puisque nous avons connu la crise des Gilets jaunes, une crise sociale très très puissante en France, qui nous a amenés à revenir en arrière, à reculer et à bloquer l'augmentation de cette trajectoire. Aujourd'hui, nous sommes à 44 € la tonne de CO2. Je crois important de revenir sur cet événement parce que si nous voulons agir demain, et moi je reste convaincue aujourd'hui qu'un
un prix carbone reste nécessaire pour avancer sur ces enjeux de climat et de transition écologique, j'aimerais revenir avec vous sur les analyses que j'en fais et pourquoi cette trajectoire carbone n'a pas été acceptée. Je pense qu'il y a 2 points principaux. Un, le manque de transparence. Les citoyens français nous reprochaient de mal utiliser les recettes fiscales de cette fiscalité environnementale. Ils nous reprochaient ce manque de transparence, ne sachant pas dans quoi finalement on allait investir avec cette fiscalité environnementale. Ils ne savaient pas la part du budget français qui était dédiée aux enjeux environnementaux. Et un deuxième point, c'est celui du sentiment d'injustice avec des entreprises et des secteurs d'activité entiers exonérés de cette fiscalité environnementale, que ce soit les transporteurs routiers de marchandises, que ce soit les agriculteurs ou le secteur des bâtiments, et aussi parce que entre les personnes qui habitent en ville et les personnes qui vivent en périphérie des villes, que ce soit en zone périurbaine ou en zone rurale, eh bien, ça pesait beaucoup plus sur leurs revenus. Et donc, cette taxe carbone était mal calibrée et elle laissait sur le bord du chemin de nombreux Français. Et c'est pour ça qu'elle a donc été bloquée et qu'elle est en quelque sorte un échec. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur cet échec. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte qu'une telle trajectoire carbone puisse reprendre et les conditions de son acceptabilité? Alors, c'est la transparence concernant le budget de l'État. En tant que parlementaire, moi, j'ai fait voter un amendement dans une loi en 2018 qui vise à produire une annexe au budget de l'État qui répertorie l'ensemble des dépenses de l'État qui vont à la transition écologique. Et puis un peu plus tard, on est allé plus loin avec un autre amendement pour mettre en place ce qui s'appelle le budget vert. Et d'ailleurs, la Commission européenne a repris cette initiative. Le budget vert français, c'est quoi? C'est une annexe au budget français qui analyse et évalue toutes les dépenses de l'État au regard de leur impact environnemental. Et donc aujourd'hui, vous avez un document qui est annexé au budget de l'État, qui reprend 6 axes environnementaux, pas uniquement celui du climat, mais par exemple celui des déchets, celui de l'eau, de la biodiversité. Et on regarde l'impact environnemental de chaque dépense. C'est un travail énorme pour l'administration, mais c'est un travail qui permet, un, la transparence, deux, qui permet l'action politique. Il ne s'agit pas d'avoir un document figé, il s'agit d'utiliser ce document pour sortir des dépenses qui sont défavorables à l'environnement parce qu'on demande aux citoyens d'être exemplaires, il faut que l'État lui-même soit exemplaire. Voilà, en tout cas, ça me semblait important de revenir sur ces éléments pour faire en sorte que la taxe carbone puisse être dans nos discussions politiques et qu'elle ne soit pas et qu'on ne reste pas sur un échec. Autre exemple de texte que nous avons voté pour atteindre des émissions réduites et voire zéro net émission carbone en 2050. En 2017, on a voté une loi qui vise à mettre fin à toute nouvelle exploration et exploitation d'hydrocarbures sur le territoire français à horizon 2040 en n'attribuant plus de nouveaux permis d'exploration et en ne prolongeant pas les concessions existantes au-delà de 2040. Alors, nous ne sommes pas très riches en terres d'hydrocarbures, mais néanmoins, c'était un signal politique très, très, très fort. En juillet 2019, nous avons également voté la loi qui s'appelle la loi énergie-climat, qui fixe de grands objectifs de la politique énergétique française, avec notamment un mix énergétique avec une part de développement des énergies renouvelables très importante et puis une réduction de la part du nucléaire à 50%, même si là, on sait sur le terrain que, notamment concernant les énergies renouvelables, c'est pas toujours facile à faire accepter à nos concitoyens. Et en France, on a un énorme sujet concernant les éoliennes, avec une très importante réticence de nos citoyens de ces éoliennes qui, selon eux, détruisent le paysage pour celles qui sont terrestres. Et pour les éoliennes en mer, il y a un sujet qui concerne la biodiversité aussi en mer. Et il y a un vrai blocage pour développer ce type d'énergie-là, une vraie difficulté quant à l'acceptabilité. Aussi, j'aimerais revenir sur l'expérience française suite à la crise des Gilets jaunes de la Convention citoyenne pour le climat, souhaitée par le président de la République Emmanuel Macron, qui, en fait, cette Convention citoyenne pour le climat, elle était composée de citoyens français tirés au sort, venant de tout le pays, de tous les horizons, de tous les âges, et qui avait pour mission
de faire des propositions pour atteindre justement la neutralité carbone à horizon 2050. Elle a auditionné plus de 140 experts pendant plus d'1 an et elle a fini par élaborer 149 propositions qui ont été présentées au président de la République et au Parlement. Ces propositions ont fait l'objet d'un texte de loi. Elles ont fait l'objet aussi, elles ont trouvé leur concrétisation dans le plan de relance français suite à la crise Covid-19. C'est une expérience assez exceptionnelle, avec une frustration de la part des citoyens qui ont beaucoup travaillé et qui n'ont pas vu forcément toutes leurs propositions reprises. Un exercice démocratique nouveau qui a pu poser question aussi aux parlementaires que nous sommes entre l'articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Quelle est la part de l'un et de l'autre? Mais néanmoins, ça a été un exercice extrêmement enrichissant en France. Je voudrais juste venir pour terminer, parce que je suis déjà trop longue, mais sur l'expérience et les mesures européennes qui sont prises aussi, puisque l'Europe ne reste bien évidemment pas en reste et a fait des propositions très ambitieuses cet été, en juillet 2021, en proposant un paquet de propositions, de 12 propositions très exactement. Ce paquet s'appelle Fit for 55 et vise à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 et tenir l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% au moins en 2030 par rapport à 1990. Parmi les propositions phares qu'il y a dans ce paquet de propositions, on a le renforcement et l'extension du marché carbone à des secteurs qui n'étaient pas concernés jusqu'à présent, comme le secteur maritime, ou encore la Commission prévoit de mettre fin à l'octroi de quotas gratuits sur le secteur aérien. Il y a un mécanisme de taxe carbone aux frontières pour assurer une équité pour nos industriels face à des concurrents d'autres régions du monde qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles climatiques. Et il y a également des logiques d'accélération de la décarbonation de secteurs comme l'automobile ou le bâtiment, avec des normes climatiques de plus en plus exigeantes, dont l'interdiction de véhicules thermiques qui provoque de très importantes modifications et remous dans le secteur automobile, déjà en France, avec des usines qui ferment, avec des salariés qu'il faut reconvertir et donc des enjeux de formation qui sont extrêmement importants. Pour conclure, je crois que nous tâtonnons toujours pour assurer le caractère juste de cette transition. Là aussi, c'est le véritable enjeu des prochaines années, au-delà des enjeux climat, bien évidemment, et de la nécessité d'aller vers cette transition. C'est comment faire pour qu'on embarque tout le monde avec nous, que ce soit les citoyens les plus modestes, mais aussi les petites entreprises qui n'ont pas toujours les moyens de faire cette transition. Il faudra mettre en place de nombreux dispositifs d'accompagnement pour faire en sorte que cette transition soit acceptable. Moi, je pense que, en tout cas du côté français, je mène des réflexions pour imaginer une protection sociale écologique qui accompagnerait les ménages pour faire face aux risques de transition, mais aussi aux risques de catastrophes naturelles. Et bien évidemment, la question du financement se pose. Enfin, nous sommes en retard sur le sujet de l'adaptation de nos territoires au dérèglement climatique qui est déjà bien présente. La lutte contre le dérèglement climatique ne doit pas nous faire oublier que le mouvement est engagé et qu'il faudra s'adapter. Nous, responsables politiques, on doit faire face au présent et on doit faire face aussi à l'avenir. Et pour l'instant, j'ai le sentiment qu'on fait un petit peu à moitié les deux. Néanmoins, il ne faut pas baisser les bras, il faut qu'on rassemble nos forces pour qu'elles se démultiplient et que nos chances soient démultipliées pour faire de la transition écologique une véritable opportunité pour aller vers un monde plus juste et en meilleure harmonie avec la nature et l'humain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'étais très heureuse de pouvoir partager avec vous ces quelques constats.